Madame, Monsieur, vous êtes sur Al24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. C'est l'un des événements économiques les plus attendus de cette rentrée, la foire commerciale intra-africaine, qui, pour cette édition 2025, s'installe à Alger, en Algérie, du 4 au 10 septembre, organisée par l'Union africaine et la Banque panafricaine. Ce rendez-vous vise à dynamiser les échanges entre les pays africains, à mettre en valeur les entreprises locales, à faire avancer concrètement la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, le commerce intra-africain représente encore moins de 20% des échanges continentaux. Les 55 États membres de l'Union africaine, dans le cadre de l'agenda 2063, ambitionnent de doubler ce chiffre dans les prochaines années. Pour ces organisateurs, cette foire n'est pas une simple foire, c'est une plateforme stratégique, à la fois vitrine économique, lieu de négociation et laboratoire d'intégration régionale. Cette édition 2025, quatrième du genre, s'annonce charnière. D'abord, le lieu choisi, l'Algérie, pays champion de l'intégration africaine et de l'engagement panafricain, puis dans un contexte mondial où les rapports de force ne sont plus ce qu'ils étaient. L'Afrique a-t-elle une carte à abattre? Si oui, laquelle? On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour revenir sur ce salon qui s'annonce déjà très important dans le paysage économique africain, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau un éminent professeur expert en économie, Moustapha Mekidesh. Alors, vous êtes un économiste algérien de renom, ancien vice-président du CNES et ex-président du panel MAEP à l'Union africaine. Vous êtes un fin connaisseur des enjeux structurels du commerce africain. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis aussi un praticien puisque j'ai été directeur général d'une entreprise d'engineering pétrolier à la Sonatrach. Merci. Pendant de longues années. Merci. Votre expertise nous est très importante ce soir. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Sami Kaidi, journaliste. Vous êtes donc un journaliste qui suivait avec le plus grand intérêt l'actualité internationale, régionale et africaine. Et on retrouve vos articles tous les jours dans les colonnes d'El Moudjahid, du quotidien Moudjahid. Bonsoir Sami, merci. Bonsoir et c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Et dans un petit moment, on sera rejoint également de Jonathan Batangene, spécialiste des questions africaines, qui nous rejoindra depuis Douala. Donc il est consultant, journaliste basé au Cameroun, je le disais à l'instant, spécialiste des questions africaines. Il analyse les dynamiques politiques et économiques du continent avec un regard panafricain affûté. Donc vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, pour ce sujet, on avait besoin de gens qui connaissent l'Afrique et de gens qui connaissent l'économie africaine et la géopolitique. J'ai tendance à le dire et on ne le dira jamais assez, l'Afrique c'est le continent des valeurs. Alors pour la première question, je commence avec l'aîné de mes invités, Monsieur Moustapha Mekidesh. Alors Monsieur Moustapha Mekidesh, avant de revenir sur les enjeux cruciaux de cet événement, je voudrais revenir d'abord avec vous sur le pays hôte, l'Algérie. Pour bon nombre d'observateurs, le choix du pays n'est pas anodin. Alors quel commentaire faites-vous justement du fait d'avoir choisi pour cette quatrième édition, une quatrième édition très attendue, en particulier vu les ambitions de l'Union africaine, les ambitions des 55 États de l'Union africaine. Pourquoi le choix de l'Algérie est crucial pour cette année 2025 ? Moi, je crois qu'il est crucial pour deux raisons. Une raison d'ordre géopolitique et une raison économique. Parce que le moment est venu pour l'Afrique d'avoir un nouveau paradigme de développement, après avoir connu des décennies de lutte pour la libération du continent à laquelle l'Algérie a participé de façon forte, active, en se libérant. Donc, après une longue guerre de libération qui a duré 8 ans, au cours duquel il y a eu beaucoup de sacrifices, mais également parce qu'elle a soutenu ensuite le mouvement de libération de l'ensemble du continent, donc à la fois sur le plan politique, diplomatique, mais également sur le plan militaire. Ça, il faut le rappeler, que ce soit en Afrique australe, que ce soit donc en Afrique occidentale et même en Afrique de l'Est. Donc, tous les mouvements de libération avaient été, d'une façon ou d'une autre, soutenus par l'Algérie. Ça, c'est un aspect qui, historiquement, est fort et donc est structurant pour l'avenir. Sur le plan économique également, donc il y a eu plusieurs récits qui ont été faits sur le développement de l'Afrique, sur les miracles. Je pense par exemple à ce qu'on nous a au récit sur le miracle d'un pays comme la Côte d'Ivoire. En fait, le miracle, c'était pour les entreprises multinationales qui arrivaient à extraire la valeur ajoutée et même les richesses de ce pays-là en renvoyant simplement des choses qui ne sont pas... C'est le miracle pour la France-Afrique. Tout à fait, de façon plus générale.
Et également au moment donc, où dans les années 60, au lendemain de notre indépendance, donc il y avait donc une volonté de développement industriel forte, avec sous l'ère de Boumedienne, donc avec tous les efforts qui ont été faits pour industrialiser. Et au moment où le continent sud-américain commençait également à rentrer dans l'ère de l'industrialisation, l'Afrique est restée en retard. Ça, c'est un fait stylisé qu'on peut démontrer. Et tout ça fait qu'il y a eu donc maintenant des changements, des bouleversements géopolitiques tels que l'Afrique, c'est le moment pour elle d'émerger en tant que, pas uniquement en tant que pays, mais en tant que continent qui va structurer les échanges mondiaux et participer d'abord à cela. Et dans ce cadre-là, l'Algérie a entamé aussi, avec un succès réel, même s'il n'est pas suffisant, donc un certain nombre de changements dans son paradigme économique. Le retour de l'agriculture, avec donc les performances que réalise l'agriculture algérienne, 33 milliards de dollars, alors qu'on était notre agriculture était en friche il y a quelques années. Et également la pharmacie, qui devient maintenant un secteur dans lequel on a pu émerger. Et également, je ne parle pas de l'énergie, sur lesquelles il y a des succès réels en matière de puisque l'Europe, une partie importante, si vous voulez, de la consommation gazière en Europe de l'Ouest et même de l'Est, en partie, je pense à la Slovénie, si on peut dire qu'elle est à l'Est, et le fait, si vous voulez, d'expédition algérienne avec, si vous voulez, sur le long terme, le développement de son industrie gazière. Et également pour les énergies renouvelables et l'hélium pour le futur, par exemple, et l'hydrogène. Alors tout ça fait que l'Algérie offre, avec le fait que l'Algérie, son économie n'est pas endettée, contrairement à d'autres champions africains qui sont dans une situation, si vous voulez, de dette extrême, pas très préoccupante, mais qui commence donc à faire problème. Je pense à l'Égypte, je pense même à un pays pétrolier comme l'Angola, qui est endetté. Et tout ça fait que l'Algérie peut apporter, si vous voulez, un certain nombre de solutions et d'accompagnements pour pouvoir, si vous voulez, que son expérience puisse également profiter à l'Afrique, parce qu'elle est partie prenante de son continent de façon charnelle. Très bien, je viens vers vous. Jonathan vient de nous rejoindre. Bonsoir Jonathan, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Tine, bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains qui regardent Al24 et qui sont sur le plateau aussi. Alors, Jonathan, justement, vous venez d'entendre le professeur Bikidesh est revenu sur cette histoire de l'Algérie qui s'est longtemps investie, qui continue d'ailleurs à le faire dans les indépendances contre la domination occidentale, parce qu'il faut rappeler, M. Bikidesh l'a à juste titre rappelé, au moment où les pays du Sud ont commencé à avoir un boom économique, l'Afrique, comme l'a écrit Walter Roudney, a été maintenue par les pays, par les puissances occidentales, notamment l'Europe, dans un sous-développement latent et duquel on est encore en train avec lequel on est encore en train de nous débattre. Jonathan, partons du postulat de l'histoire de l'Algérie, de cette histoire, la Mecque des révolutionnaires, on le dira jamais assez, de cet engagement qui continue aujourd'hui. Est-ce que finalement, dans le cadre de cette nouvelle Afrique économique, de cette nouvelle géoéconomie africaine, on attend de l'Algérie de jouer un rôle moteur? Est-ce que le rôle de l'Algérie aujourd'hui dans l'économie, c'est de prendre à bras le corps les questions économiques, comme elle a pris à bras le corps les questions politiques et d'indépendance? Tout à fait, le rôle de l'Algérie est majeur aujourd'hui en matière d'émancipation économique du continent africain, dans la mesure où l'Algérie a réussi son tournant énergétique en assurant aujourd'hui son plein potentiel par ses propres moyens. Cette souveraineté énergétique dont l'Algérie est un exemple peut permettre aux autres pays du continent qui sont également riches en ressources énergétiques d'utiliser ce potentiel dans le cadre de leur développement. Il faut noter qu'aujourd'hui, vous avez carrément l'Europe méditerranéenne, l'Europe du Sud, qui est dépendante des ressources énergétiques algériennes. Et l'exploitation de ces ressources est assurée par les grandes entreprises algériennes, ce qui n'est pas le propre de beaucoup de pays
qui ont également les profils énergétiques intéressants. Par exemple, le Nigeria. Le Nigeria, lui, par contre, est dépendant des entreprises énergétiques occidentales. Il importe une bonne partie, c'est un paradoxe. Le Nigeria, qui est l'un des plus gros producteurs de pétrole sur le continent, importe les ressources énergétiques. Maintenant, vous avez des domaines comme le domaine de l'électroménager qui se développe en Algérie. Vous avez le domaine nucléaire qui est aujourd'hui en développement en Algérie. Vous avez les domaines de l'automobile qui est en train de se développer en Algérie. Vous avez plusieurs concessionnaires qui sont désormais présents en Algérie, qui ont des chaînes de montage. L'Algérie fait figure de marché privilégié sur l'ensemble du continent. Vous avez plusieurs véhicules qui sont aujourd'hui importés dans leur fin de vie en Europe, qui pourtant sont produits à des coûts raisonnables au niveau de l'Algérie et qui auraient pu faire l'objet simplement d'un commerce intra-africain. Donc, vous avez un fort potentiel industriel qui est développé depuis l'Algérie, mais qui n'irradie pas le continent parce que, pour l'instant, les relations économiques sont encore très faibles. Dans cette perspective, l'Algérie devrait travailler dans le cadre des partenariats avec les opérateurs économiques sur le continent. Il faut noter qu'une bonne partie des importations des pays africains viennent de Chine, c'est-à-dire au niveau de l'Asie. Si l'Algérie réussit à créer un pont entre les industriels algériens et les marchés africains, ça peut devenir un des marchés les plus importants. On vous parle de pratiquement 400 milliards de dollars de commerce entre la Chine et l'ensemble du continent. Donc, c'est un marché non négligeable. Si l'Algérie ne met que 10% d'objectifs sur ce marché, on parle de 40 milliards de dollars. C'est une manne financière importante qui pourrait venir booster l'économie algérienne, mais qui pourrait aussi permettre de faire des économies, parce que vous avez à l'intérieur du continent la capacité d'importer à bas coût, vous avez la capacité de mettre en œuvre des projets intégrateurs. Par exemple, vous avez l'autoroute transafricaine qui est actuellement en train d'être réalisée. Ça peut être un moyen de booster ce transafricain, d'amener les pays à lutter contre les barrières douanières qui sont encore un frein au commerce intérieur. Ça peut également permettre de revoir les législations en matière d'immigration interne ou bien d'échange interne, donc de faciliter la circulation des biens et des personnes sur le continent. Et ça peut aussi être un moyen pour l'Afrique de lutter contre l'immigration. Il faut noter que 80% des migrants restent sur le continent et que ces derniers, lorsqu'ils trouvent des opportunités, ont toujours envie de retourner dans leur pays d'origine. Donc, en développant le commerce avec l'Algérie, en développant les relations économiques avec l'Algérie, les pays africains peuvent trouver là un partenaire fiable sur le continent qui permettent de lutter contre le phénomène migratoire qui est présenté malheureusement en Europe ou bien instrumentalisé en Europe comme une menace et qui amène à percevoir les Africains comme une menace à la main-d'œuvre européenne. Très bien, Jonathan, justement. Alors, je viens vers vous. Samy, à la lumière de ce que vient de dire Jonathan, à la lumière de ce que nous a dit le professeur Moustapha Mekidesh, on est en train d'assister donc aujourd'hui à une foire et l'Algérie est particulièrement bien placée. On l'a rappelé, il y a l'automobile, l'agriculture, il y a aussi l'agroalimentaire, il y a ses importations, il y a ses infrastructures qui sont déjà présentes dans le cadre de la transsaharienne. Il y a des investissements algériens qui sont faits. L'un des intérêts, les trois intérêts de cette foire cette année, c'est la diaspora, l'automobile et les PME. Là aussi, l'Algérie, elle est championne. Mais si on reliait l'ensemble de ces éléments, finalement, quels sont les enjeux de cette édition 2025 ? L'IATF 2025 est un événement, comme vous l'avez cité, ma chère consoeur, un événement majeur. Un événement déterminant pour le continent et pour notre pays qui a toujours été ce poumon de l'intégration africaine. Moi, je le qualifierais également de panaf économique. C'est un événement qui va permettre au continent de se rassembler dans un pays qui a toujours porté haut les valeurs du panafricanisme, et pas qu'avec des mots, mais avec des faits. Car, comme vous l'avez bien cité, l'Algérie a mis à disposition de notre continent africain des infrastructures majeures, à l'instar
de la transsaharienne que M. Batten-Guéné a rappelé, mais également la dorsale, la fibre optique et le gazoduc aussi, qui devrait relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie et le Niger, mais d'autres projets structurants, à l'instar aussi de la route Tindouf-Zouéret en Mauritanie. Et il faut rappeler que notre pays a mis à disposition du continent récemment la somme d'1 milliard de dollars pour le développement et pour lutter contre finalement l'enclavement de certains pays que l'on qualifie de frères en Algérie, car l'Algérie a toujours donné de son argent, de son temps et de son énergie pour que le continent se développe et pour qu'il y ait cette unité africaine. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que notre pays a soutenu pas moins de 14 mouvements de libération sur le continent africain. Et qu'en Afrique, sans compter, voilà, sans compter les autres en Amérique latine ou encore les voilà, Black Panthers en Asie voilà. aussi. Et pour revenir à l'IATF, donc cette foire du commerce intra-africain, il faut rappeler que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 75 pays sont concernés. Il y a 35 000 visiteurs qui sont attendus, avec beaucoup de rendez-vous, comme vous l'avez cité, sur le plan économique, culturel, de l'automobile aussi est mise en avant. Et il y a pas moins de 2000 exposants qui sont attendus aussi lors de ce rendez-vous crucial. Il faut rappeler aussi que c'est un hommage aussi qui est fait, enfin une reconnaissance qui est faite aussi sur le poids économique de l'Algérie, car c'est la 4e édition de l'IATF cette année, et les 3 précédentes éditions ont eu lieu en l'occurrence en Afrique du Sud et en Égypte aussi. Donc l'Algérie fait partie des poids lourds du continent africain. C'est le pays qui avec le Nigeria, avec d'autres pays, était aussi précurseur du NEPAD. Membre fondateur du NEPAD. Donc, membre fondateur de la Banque africaine. Et du MAEP aussi. Voilà. Et du MAEP aussi. Tout à fait. Donc, je pense qu'abriter cet événement, ce n'est que purement logique, car l'Algérie n'a jamais lésiné sur les moyens pour atteindre cet objectif de plus d'intégration. D'ailleurs, il convient de signaler que ce rendez-vous sera éventuellement le moyen de mettre en œuvre davantage la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale, ZLECAf dont l'Algérie est membre depuis novembre 2024. Très bien. Et elle avait ratifié dès la mise en place de la ZLECAf son adhésion. Lors de la première phase qui a eu lieu entre 2018 et 2020. Il faut aussi rappeler une chose, c'est que le commerce intra-africain est fondamental. On estime à 3500 milliards le potentiel intra-africain. Et malheureusement, aujourd'hui, on est un peu loin sur le continent, car les échanges globaux intra-africains ne représentent que 15%. 15%. Voilà. Très bien. Justement, M. Mekidesh, on va revenir. Vous avez été à la tête du MAEP, le président de la République lors du dernier sommet de l'Union africaine. L'Algérie préside justement ce MAEP-là. Là, je voudrais votre avis en tant qu'expert. Rappelons qu'aujourd'hui, la ZLECAf est très attendue par les peuples, est très attendue par les pays, est très attendue par les entreprises africaines. Mais cela dit, dans les zones qu'on connaît aujourd'hui, par exemple la CEDEAO, il y a des conflits diplomatiques, des pays se sont retirés de cette organisation et font face à des ruptures diplomatiques et à des tensions. Il y a aussi la région Maghreb qui, quand même, connaît le malheur de la colonisation encore par un autre pays africain et maghrébin qui colonise le Sahara occidental. Autant qu'expert, autant que ex-président du MAEP, comment est-ce que ces tensions, j'ai envie de dire, sans oublier l'occupation du Sahara occidental, créent des freins finalement à l'intégration africaine? Pour autant que je sache, en tant que président du panel du MAEP pendant quelques années, donc j'ai pu évaluer un certain nombre de pays africains qui soient donc dans l'Afrique australe ou dans l'Afrique de l'Est ou dans l'Afrique occidentale. Ce qu'on peut dire, c'est que les conflits, effectivement, sont une partie consubstantielle de la problématique africaine. Les conflits, donc... vous savez que le MAEP est un instrument qui est un instrument d'adhésion volontaire. Oui.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, donc c'est un instrument de l'Union, ce qui est devenu une agence de l'Union africaine. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer en tant qu'État, mais dès le moment où vous adhérez, vous êtes obligé d'être auto-évalué par vos pairs. C'est ça le principe. Et moi, je me rappelle que dans ce cadre-là, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, qui avait adhéré, je peux le dire parce que ça a été publié dans la presse, donc c'est plus j'ai plus l'obligation de réserve à ce sujet-là. Donc, on participe en tant que président du MAEP, je participe donc au sommet de l'Union africaine qui ont lieu. Et là, on est invité à être à côté des chefs d'État pour pouvoir porter, si vous voulez, le message, essayer de faire adhérer, de faire adhérer le maximum de pays africains également, de leur faire les exercices. L'exercice qu'a fait le président de la République lors du dernier sommet, qui a été salué par l'ensemble des pays participants. L'Algérie a fait son exercice, effectivement, depuis que... Alors, et j'ai appris, dans le cadre si vous voulez, d'une participation à l'OCDE, d'un séminaire, que l'OCDE avait évalué la Côte d'Ivoire. Et j'ai été voir le président Alassane Ouattara, je lui ai dit « Monsieur le Président, vous êtes un panafricaniste, vous vous faites évaluer par l'OCDE, je l'ai appris, et alors vous êtes membre du MAEP, et quand est-ce qu'on va évaluer la Côte d'Ivoire ?» Et il a téléphoné donc depuis Addis, et puis on a pu évaluer. Et il avait donc 2 documents, celui du MAEP, qui ne convergeait pas surtout avec l'approche de l'OCDE, parce que déjà les paradigmes étaient différents. Et que finalement, et ça a été un grand succès, donc l'évaluation que nous avons faite en tant que MAEP de la Côte d'Ivoire a retenu l'attention donc du gouvernement et des autorités ivoiriennes, et ça a été un plus. Ça, c'est pour vous dire que finalement, il doit y avoir un changement de paradigme, et parce qu'on doit endéjeunéiser en tant qu'Africains les solutions. African Solutions for African Problems. Et ça, c'est fondamental parce que les visions qu'on peut avoir en tant qu'Africains peuvent différer du point de vue des intérêts, y compris géopolitiques, avec l'exercice qui est fait, par exemple, par les grands groupes multinationaux qui font les plans émergence. Il y a les plans d'émergence qui sont faits par les Big Four ou les Big Five, donc les grands cabinets internationaux. Par exemple, celui du Sénégal, lorsque j'ai été reçu par le président de la République du Sénégal, je lui ai dit, bon, vous avez fait votre plan émergence par ces grands cabinets internationaux, mais le MAEP va vous apporter une vision endogène africaine qui corresponde à la réalité de la société politique et sociale africaine et qui peut peut-être faire en sorte que ce plan soit une réussite. Parce que le plan qu'il donne donc, est assez technocratique et évidemment, la réflexion n'est pas assise sur les pratiques africaines. Il faut rappeler ça, c'est un exemple de... C'est pour vous dire que faut-il tout de même rappeler que les Big Five font partie des mécanismes de domination occidentale sur le continent africain, qui ont maintenu le continent africain dans la servitude. Tous les pays africains, c'était à la mode d'avoir donc un plan émergence 2030. On a vu le résultat. Donc au Sénégal, donc en Côte d'Ivoire. L'exemple est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quand on vous dit, donc vous vous souvenez, dans les années 70, lorsque l'Amérique latine émergeait en tant que continent, on leur dit voilà le miracle ivoirien. Oui. De quel miracle on parle? J'ai évalué la situation en Côte d'Ivoire, lorsqu'on voit les conditions de production du cacao par, si vous voulez, la paysannerie de ce pays. Donc, on ressent que finalement, il y a un transfert de la rente qui est fait parce qu'on transfère tout le cacao à travers des sociétés multinationales belges ou européennes de façon plus générale. Et puis, on importe des plaquettes de chocolat que l'on trouve dans les supérettes d'Abidjan à 3 fois le prix ou 4 fois le prix de celles qu'il y en a en Europe. C'est pas possible. Alors que, par exemple, quand vous faites la somme entre le Ghana, ce que produit en cacao le Ghana, et la Côte d'Ivoire, c'est plus de 50% de la production mondiale de cacao. Vous vous rendez compte? Donc là, il y a une possibilité d'avoir des chaînes de valeur régionales entre ces 2 pays pour peser et internaliser une partie de la rente, en tout cas, que produit le cacao, par exemple. On se contentera de cet exemple pour cette première partie de l'émission. Très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous tout de suite après cette courte page publicitaire.
Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique qui, cette semaine, fait escale dans le cadre de la foire, de la foire du commerce intra-africain. Je viens vers vous, Jonathan Batangene, à la lumière de ce que vient de nous dire le professeur Miki Dech, qui a mis à notre disposition un exposé exhaustif sur les influences occidentales. J'aime à croire ou j'aime à dire que l'Afrique aujourd'hui résiste à ces modèles économiques impérialistes, ces modèles de domination libéraux standardisés. Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à une maturité africaine où il va peut-être falloir trouver des nouveaux, je n'ai pas envie de dire des nouveaux systèmes, mais de nouvelles dynamiques économiques qui sont capables de suivre cette vision de l'Afrique afro-africaine, cette vision de l'Afrique qui veut mettre un terme à la domination occidentale, cette vision de l'Afrique qui met l'humain en avant l'intérêt des multinationales et des puissances et l'intérêt du collectif, je dis bien. Tout à fait, mais on a des disparités sur le continent qui m'amènera à être un tout petit peu prudent en matière de maturité économique. Les disparités sont énormes. Vous avez des pays qui proposent un visage économique un tout petit peu reluisant comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme un tout petit peu aussi le Nigeria. Et vous avez d'autres pays qui sont restés dans des économies extraverties, comme la Côte d'Ivoire, que le professeur a cité tout à l'heure, comme même le Cameroun, dans une certaine mesure. Il y a des efforts pour sortir de là. Mais vous avez des exemples. La Guinée équatoriale, qui est encore dans cette économie extractive, extravertie, le Tchad, du moins, la grande partie du continent est encore dans ces entraves. On peut presque dire que c'est... Est-ce qu'on peut mettre ça sur ce qui est appelé ce qui est communément appelé la France-Afrique, qui est une réalité du continent africain? Il y a une certaine réalité qui est en train de s'imposer. Mais cette réalité n'est pas encore affirmée avec autant d'autorité. C'est des bribes qui se font sur le continent. Vous avez dans la robotique des Africains qui proposent de plus en plus des solutions, qui essayent de rentrer dans la danse. Vous avez dans le domaine de l'aérospatial des pays qui essayent d'investir dans l'aérospatial. Vous avez dans le domaine de l'industrie cosmétique ou bien même de l'industrie agroalimentaire, vous avez quand même des Africains qui de plus en plus commencent à proposer des solutions fortes. Vous avez Aliko Dangote, les gens ne le savent pas, mais Aliko Dangote, la plus grosse fortune du continent, a d'abord fait fortune dans l'agroalimentaire. Il a fait dans la transformation de tomates avec les conserves. Et c'est comme ça, il a monté des usines dans le cadre de la fabrication des nouilles. C'est comme ça qu'il est devenu un industriel. Puis, dans la diversification, a émergé dans le ciment. Donc, vous avez certains industriels qui sont sur le continent, qui commencent à émerger. Vous avez une jeunesse qui est très entreprenante, mais cette jeunesse, il y a un gros problème. Et c'est aussi là où l'Algérie peut apporter une solution. Le premier problème est un problème monétaire. Beaucoup de ces pays qui essayent d'émerger ne disposent pas de leur propre monnaie, c'est un frein. Beaucoup d'autres pays ont un système monétaire, un système banquier qui est encore assis sur une économie de rente avec une certaine façon de proposer le crédit. Et vous avez ces barrières qui font que l'activité économique elle-même est timide. Elle est timide. Elle n'éclore pas, elle n'émerge pas, elle reste ancrée dans des logiques coloniales. Très bien, Jonathan. Ce qui m'amène à la question centrale de cette émission. Je vais la partager en deux parties. Samy, à la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, il faut qu'on le dise aussi qu'aujourd'hui, dans l'Afrique, certaines institutions africaines, y compris l'Union africaine, se font financer par les puissances étrangères. Les financements de l'Union africaine, de la Banque africaine, le financement de pas mal d'institutions aussi arrivent de l'étranger. Mais en contrepartie, il y a aussi cet agenda 2063. L'agenda 2063 qui ambitionne de faire sortir l'Afrique du cadre de la servitude économique et d'aller de l'avant. Finalement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cet agenda 2063 ? On est à quelques années quand même de la mise en place et de la révélation des travaux dans le cadre de cet agenda. Qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que c'est
Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut finalement presque créer un équilibre fragile, si je peux dire, entre ces financements qui viennent de l'étranger dans le cadre des institutions et en même temps ce fameux agenda 2063 qui est en quête, lui, d'un nouvel ordre mondial et d'un nouvel rôle pour l'Afrique, un rôle où les équilibres sont mis en place entre les puissances, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Occident, enfin l'Europe. Parler trivialement, l'argent est le nerf de la guerre et par conséquent, le continent africain, les institutions africaines ou panafricaines doivent s'affranchir le plus rapidement possible d'une domination ou de l'apport des financements notamment occidentaux ou étrangers au continent. Car en réalité, aux problèmes africains, les solutions ne peuvent être qu'africaines. Et je voudrais aussi rajouter que l'argent est quelque chose de fondamental dans tout cela. Et il y a une prise de conscience, je pense, car de nombreux pays, dont l'Algérie, avaient proposé récemment un système de notation purement africain. Et ça s'inscrit dans cette logique aussi d'affranchissement pour le continent. Il faut noter aussi qu'il y a un problème structurel, je dis bien structurel sur le continent, c'est la domination d'une certaine monnaie qui est le franc CFA et qui est finalement un oripeau néocolonial d'une époque passée. Et aujourd'hui, tant l'Afrique, les Africains doivent dépasser tout cela et le continent a l'ensemble des moyens. J'ai parlé avant de la masse économique purement africaine qui s'élève à 3 500 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est un potentiel qui est quand même somme toute immense. Il y a aussi un autre facteur qui est le facteur démographique qu'il ne faut pas négliger. Le continent compte aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants. Demain, il chatouillera incontestablement les 2 milliards. Donc il y a de quoi mettre en œuvre des mécanismes purement africains pour s'affranchir et pour mettre en œuvre cet agenda 2063 qui est finalement plus qu'à une portée. Et pierre par pierre, l'édifice se construit, on l'observe, mais pas que depuis aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, avec le NEPAD. J'insiste avec le NEPAD parce que c'est quand même aussi cette prise de conscience de l'importance de solutions africaines. De nombreux pays aussi sont en train de rompre aussi avec l'ordre passé, l'ordre néocolonial. On voit de plus en plus de nationalisation, une jeunesse africaine qui est pleinement consciente des enjeux et de l'importance d'être souverain sur sa terre. Très bien. Samy, vous avez parlé de cette fameuse monnaie qui s'appelle le franc CFA. Je m'adresse à vous à présent, Dr Mekidesh. Alors, comment est-ce qu'on va parler de libre-échange quand la moitié du continent dépend du franc CFA? Et je signale qu'aujourd'hui, le franc CFA a par exemple des répercussions directes sur le Cameroun ou sur d'autres pays en Afrique de l'Est. Et aussi, comment est-ce qu'on va parler de libre-échange quand la monnaie principale peut-être de ces échanges va être le dollar? Entre le franc CFA et la monnaie, le dollar, quelle est la place du libre-échange aujourd'hui en Afrique, moi, selon vous? Je voudrais juste revenir sur les leçons à tirer des décennies passées en termes des programmes d'ajustement structurel. Pourquoi il y a eu les programmes d'ajustement structurel et quels ont été les résultats? Les résultats. Ces programmes d'ajustement structurel étaient la contrepartie d'une dette que ne pouvaient pas rembourser la majeure partie des pays qui étaient en crise. Et on proposait donc des plans d'ajustement qui se traduisaient par quoi? En tout cas, mon pays, l'expérience qu'il a eue était une expérience négative, telle que maintenant, l'Algérie ne veut pas s'endetter, y compris pour financer son développement. Je rappelle que l'Algérie appelle à la réforme de ses institutions internationales. Absolument. Alors, pour ce qui nous concerne, lorsque nous avons été entre 1994 et 1998 sous ajustement structurel, ce que subit aujourd'hui la Tunisie, on a eu le plus grand, si vous voulez, les plus grandes pertes en termes de nombre d'entreprises. Il y avait des entreprises privées qui émergeaient et qui avaient fait des investissements. Et du jour au lendemain, avec la dévaluation qui a été obligée, dont on a été obligé de faire, ces entreprises se sont trouvées à rembourser 4 fois ou 5 fois
ou même voire plus, les prêts qu'ils ont mis en place pour pouvoir... Alors, ce qui fait qu'il y a eu la liquidation. Je ne parle pas de la liquidation du nombre d'emplois dans le secteur public, la diminution, si vous voulez, de tous les filets sociaux qui étaient mis en place, et ça a été une catastrophe. Donc ça signifie que la question donc, de la dette, financer son développement par la dette extérieure, extérieure est très dangereux. En tout cas, c'est une expérience que l'Algérie... Aujourd'hui, pas mal de pays sont en train de le subir, notamment la Tunisie, avec un bras de fer affreux avec le FMI. Je pense à l'Égypte. Avec l'Égypte qui est dans une situation où elle est étranglée par la dette extérieure. Je pense à l'Angola. Je pense à d'autres pays, donc un voisin de l'Ouest qui est étranglé par la dette et qui ne reconnaît pas, mais qui pose un vrai problème. Donc, il va falloir trouver des instruments de financement nouveaux. C'est pour ça d'ailleurs que l'une des premières initiatives algériennes que je salue d'ailleurs dans le cadre du MAEP, c'est le fait que l'Algérie ait avancé $1 million pour pouvoir avoir une agence de notation indépendante. Pas financée par, si vous voulez, le reste du monde, qui a un intérêt tout à fait différent avec ceux des Africains. Donc ça, c'est un... Et je pense que de ce point de vue-là, le fait que cette foire soit placée du 4 donc, au 8 décembre, intra-africaine, au 10 décembre, soit le fait aussi de l'Exim Bank africaine, est une bonne nouvelle. Oui. Ça signifie que cette banque va pouvoir trouver peut-être des moyens de financement non classiques et de pouvoir peut-être mettre en place d'autant qu'au cours de cette foire, c'est 40 milliards de dollars d'offres qui est sur la table. Une offre. Bon, on ne sait pas si cette offre va être couverte par des contrats à ce niveau-là, mais en tout cas, on verra comment les choses vont se développer. Mais en tout cas, ça signifie que le marché existe. Les instruments sont en train d'être mis en place. Là, si vous voulez, là, du point de vue également donc des instruments, notamment en matière douanière, pour pouvoir faciliter, tout ça fait que... Alors, pour revenir au franc CFA, je pense que là, il y a un manque de souveraineté monétaire, c'est-à-dire pas de souveraineté du tout. Quand vous n'avez pas la souveraineté monétaire sur votre monnaie, et que vos placements en contrepartie de ce qui est émis par cette monnaie se trouvent dans des banques centrales étrangères, c'est clair que ça pose un problème. Donc déjà, les pays du Sahel ont commencé donc à remettre en cause ce paradigme. Il reste la CEDEAO, donc le problème est posé. Le Sénégal le pose là, actuellement. Et donc, Sénégal le pose depuis quelques années. Il y a un mouvement panafricain qui dit bon, revenons achevons notre indépendance économique. Il y a 2 points aussi que je voudrais citer. C'est dans la diversification aussi de cette question monétaire et économique. Il y a de plus en plus cette idée de troc qui revient au devant de la scène. Et il y a un autre point aussi. L'Algérie a fait quelque chose d'extrêmement évocateur et d'intéressant. C'est que notre pays a tiré la leçon aussi des années 80 et de la politique... d'étranglement du Fonds monétaire international et a adopté une mesure assez judicieuse qui est celle de la diversification des bailleurs de fonds. Et d'ailleurs, pour cela, il faut rappeler que l'Algérie a augmenté ses parts au capital de la Banque africaine de développement et l'Algérie est devenue membre également de la banque des BRICS. Très bien. Jonathan, une question un peu plus portée sur le politique et je fais appel à votre esprit panafricain. Aujourd'hui, on a tendance dans le continent africain à avoir durant longtemps séparé l'économique et le politique. Mais aujourd'hui, on a besoin de cette vision unitaire. Je fais référence à la pensée de Kwame Nkrumah, je fais référence à la pensée de Patrice Lumumba, de Frantz Fanon, de tous ces penseurs qui ont fait la grandeur de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut dire que la ZLECAf est une continuité naturelle de cette vision qu'avaient les pères fondateurs du panafricanisme et de l'Union africaine? D'autant plus que l'Union africaine, cette année, faut-il encore rappeler que cette année a été placée sous le thème de la réparation pour les Africains et les Afro-descendants vis-à-vis des crimes coloniaux, mais aussi de la traite transatlantique. Donc, à votre avis, est-ce que la priorité économique prime sur la priorité politique? Est-ce que le politique et l'économique aujourd'hui sont en Afrique au même piédestal? Le politique et l'économique vont de pair aujourd'hui sur le continent africain, d'autant plus que le politique a toujours guidé les ambitions économiques des grandes puissances, des puissances coloniales qui se disputaient l'Afrique.
Donc, pour les Africains, il n'est pas question de dissocier ces deux champs, parce que la lutte politique va impliquer la libération du potentiel économique et donc le potentiel de développement de ces pays. Dans le cadre, par exemple, de la ZLECAf, vous avez bien fait de le citer, la ZLECAf n'est pas un projet dénué d'ambition géopolitique. La ZLECAf est l'émanation des travaux de la Banque mondiale et du FMI qui travaillent à la solde de l'impérialisme mondial. Et dans la ZLECAf, l'Afrique est vue comme un marché, donc une sorte d'espace de commerce pour les industries occidentales. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que dans le transafricain, leur tracé correspond à la pénétration de leurs produits et à la circulation de ces produits sur le marché africain. Pour eux, il n'est plus question d'avoir une Afrique parcelée avec des marchés parcellisés. Il faut intégrer ces marchés-là et permettre à leurs industries de véritablement s'imposer comme étant les fournisseurs de biens et services sur le continent. Au lieu de continuer à subir ce projet de ZLECAf, les Africains devraient prendre le contre-pied. Il faut noter, vous avez bien de citer, qu'il y avait la vision des Kwame Nkrumah, la vision de départ, qui était une Afrique unie, qui a été travestie malheureusement à la région de Lagos, à la conférence de Lagos en 1981. Les acteurs de la Banque mondiale et du FMI ont tout fait pour que le projet d'unité africaine se fasse à leur avantage. Il faut maintenant, comme le disait Jean Ziegler, un retournement de fusil. Il faut retourner le projet de la ZLECAf à l'avantage des Africains. Et vous avez parlé d'un ensemble de choses. Il faut par exemple voir l'intégration monétaire de l'Afrique. Et quand on parle de la fin, tout à l'heure, je n'ai pas trop salué l'intervention de notre frère Zaïd qui parlait du projet NEPAD. Il faut noter que le NEPAD s'est constitué encore comme un travestissement d'un autre projet d'unité africaine qui était porté par le guide Muammar Kadhafi. Et le guide Muammar Kadhafi avait comme perspective d'abord l'unité monétaire du continent africain. Donc, les Africains, au lieu de subir la ZLECAf, devraient réfléchir sur comment parvenir à une monnaie unique. On parle de la perspective d'avoir une monnaie dans les BRICS, mais l'Afrique en elle-même, est-ce qu'elle a sa propre monnaie? Il faut savoir que nous tous, les Africains, nous sommes plus forts quand nous sommes unis. Le deuxième élément, est-ce que nous avons réalisé un travail sur la mise en valeur de nos ressources stratégiques? Tout à l'heure, le professeur vous a dit combien, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui pèse sur le marché du cacao, était aujourd'hui une économie tout à fait extravertie, une économie pas au service des populations, mais une économie au service de l'impérialisme. Donc, il faut une réflexion de fond entre les pays africains pour faire de leurs industries des maillons de libération, des maillons qui contribuent à l'expansion souverainiste de l'Afrique et qui sont plutôt des leviers de développement du continent. Et en cela aussi, l'Algérie peut apporter, moi je voulais en parler tout à l'heure, c'est par exemple l'économie, la finance islamique. Aujourd'hui, vous allez remarquer que les entreprises ou bien les banques qui veulent devenir les fers de lance de la finance islamique sur le continent sont les banques occidentales. Vous avez Société Générale, vous avez les grandes banques occidentales qui achètent carrément des segments finance islamique et les implémentent dans les pays africains. Alors que nous avons des pays africains qui ont l'expertise dans le domaine, qui ont l'expertise dans le métier et qui auraient pu faire œuvre de pionniers et apporter leur expertise à l'intérieur du continent. Vous avez par exemple tout le marché de la CEMAC qui n'est pas encore régulé, le marché de la COBA qui n'est pas encore régulé en matière de finance islamique. Comment est-ce que l'Algérie va travailler à apporter son expertise à la COBA? Comment est-ce que l'Algérie va influencer le développement de la finance islamique dans le cadre de l'intégration monétaire ou bien économique africaine? Ça doit être des réflexions de fond qui doivent être menées au niveau des cercles stratégiques de l'appareil dirigeant algérien pour qu'on ne perde pas le tournant. Bientôt, vous aurez une finance islamique tout à fait dénaturée, portée par des entreprises, par des banques occidentales, par des capitaux occidentaux, alors que sur le continent, nous avons des pays qui auraient pu faire office de pionniers et apporter leurs bonnes pratiques dans l'ensemble du continent. Aujourd'hui, c'est des chantiers que nous devons baliser. Les banques algériennes doivent se déployer sur le continent. Elles commencent déjà à se déployer. À ce propos, elles commencent déjà à se déployer, Jonathan. Il y en a au Sénégal, en Mauritanie.
Il y a d'autres pays et c'est encore en projet. En Côte d'Ivoire aussi. Tout à fait. C'est très important, parce que quand vous regardez le potentiel de développement de la finance islamique sur le continent et que vous regardez l'adaptation du crédit ou bien des opérations de finance islamique avec le mode de financement ou bien les besoins en financement des petits producteurs africains, eh bien, c'est tout à fait adapté. Donc, au lieu que de continuer à attendre des grands projets comme la ZLECAf, travaillons à implémenter des initiatives qui marchent déjà et où nous avons des frères en Algérie qui ont déjà de l'expertise et qui ont les moyens de porter cela sur l'ensemble du continent. Très bien, Jonathan. Monsieur Mekidesh, il me semble... on n'est pas toujours d'accord sur Cap sur l'Afrique et on aime ça. Alors, je résume. Pour Jonathan, aujourd'hui, la ZLECAf peut paraître être un projet trop ambitieux, trop grand en vue des ambitions des multinationales. On peut, par exemple, parler du Prosper Africa Build ou encore de Black Better World qui sont des initiatives américaines ou encore du Build and Road des nouvelles routes commerciales chinoises. Quel commentaire faites-vous justement, vous qui êtes au cœur de cette stratégie économique aujourd'hui, de ce que nous a dit Jonathan et de cette réalité finalement sur le terrain des appétits des puissances? Dans ma carrière, donc, j'ai appris dans le management, notamment anglo-saxon, américain, c'est qu'il faut toujours voir grand et commencer petit. Donc la ZLECAf, effectivement, voit grand, mais il faut commencer petit. Pour pouvoir, si vous voulez, mettre en place le cadre institutionnel qui va permettre, et le cadre physique, parce qu'il faut qu'il y ait la réalité, c'est qu'il faut produire des richesses transformées, matérielles. Alors, dans ce cadre-là, moi j'ai déjà une remarque, je veux juste commencer par les aspects de la production et des échanges, avant d'arriver aux aspects monétaires. Sur cet aspect, moi, il y a, si vous voulez, un instrument, moi, qui me gêne un peu, c'est celui de One Country, One Continent. C'est-à-dire qu'il y a un pays, d'ailleurs, donc, qui ont des grosses économies, et de moins en moins d'ailleurs, et qui viennent faire un sommet avec le continent africain. Il y a tout le monde à son sommet. Alors, on a commencé par la France-Afrique. Et puis ensuite, ça États-Unis, Afrique, Chine, Japon, et même de plus petits, l'UAE, les Émirats, etc., Thaïlande, la Turquie, etc. Alors, moi, ça me gêne parce que c'est une asymétrie. Et il faudrait que dans ce cadre-là, que face, si vous voulez, à ce pays qui vient, qui a peut-être des capacités, que le continent présente aussi ces chaînes de valeur régionales. Qu'il y ait un travail en amont, qu'on n'aille pas aller, donc qu'on ne participe pas simplement, les pays viennent participer pour un agenda peut-être politique ou un agenda étroit particulier, mais que le continent, effectivement, donc c'est sous l'égide de l'Union africaine, mais que de façon concrète, les chaînes de valeur régionales africaines en émergence soient en face de ce pays-là. De sorte qu'il peut y avoir, si vous voulez, des coopérations triangulaires entre plusieurs pays africains et ce pays-là. De sorte à avoir un rapport de force qui soit un rapport de force qui soit non pas inversé tout de suite, mais qui soit de plus en plus en faveur de l'essor de ces chaînes de valeur régionales. Alors, je pense au coton, je pense au cacao, je pense à l'énergie, c'est fait. À l'énergie, donc l'organisation des pays, si vous voulez, exportateurs de gaz, l'Afrique pèse parce qu'ils sont nombreux, donc pour pouvoir protéger leurs intérêts. Et cet aspect-là, moi je pense, ça avec le fait d'avoir une agence de notation africaine spécifique et d'avoir d'autres instruments d'accompagnement financier, et tout ça donc, va permettre, si vous voulez, de faire émerger donc, ces chaînes de valeur régionales africaines avant qu'elles s'introduisent dans les chaînes de valeur mondiales. Ça, c'est absolument fondamental. Ensuite, les aspects monétaires peuvent être étudiés et peuvent être négociés dans un deal beaucoup plus équilibré, madame. Très bien, M. Mekidesh. Sami Kaïdi, je viens vers vous et vous n'avez que 2 minutes. Finalement, dans quelle mesure aujourd'hui les multinationales dont on ne cesse pas de dire finalement qu'elles ont participé, on l'a vu au Congo, etc., peuvent jouer un rôle moteur, à condition de mettre en place ce que M. Mekidesh a dit, peuvent jouer un rôle moteur aujourd'hui dans le cadre de cette intégration africaine, ou est-ce que finalement
Comme l'a précisé M. Mekidesh, il va falloir que le continent africain se dresse avec des barrières et des idées claires face à ces pays. Parce que ces pays, quand ils viennent avec des multinationales, des entreprises, des investissements, etc. etc. Et des objectifs précis. Et des objectifs précis. Il faut pas. C'est des objectifs de néocolonial qui sont là pour. Peut-être pas dans le discours, en tout cas dans le discours, absolument pas. Dans le discours, absolument pas. Même la France-Afrique n'a pas été dans ce discours. Bien au contraire, la francophonie, etc. sont des mécanismes qui ont un soft power très intéressant, ma foi. En réalité, on n'invente rien en disant que ces multinationales sont connues pour leur appétit vorace, notamment sur le continent, en ne respectant ni les règles, ni les lois, ni les législations de certains États et de certaines nations. Donc, le continent devra se dresser avec fermeté pour finalement dire que l'époque d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. L'Algérie a ouvert la voie, a montré l'exemple en étant jaloux de sa souveraineté nationale et en montrant aussi les équilibres sur le plan international, car dès les années 70, l'Algérie avait parlé de l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre un nouvel ordre économique. Et avait compris que... Et politique. Sur les matières premières au début. Oui. Mais maintenant, on passe à une autre étape. On passe à une autre étape, mais l'Algérie avait compris qu'en réalité, la ligne de fracture et de clivage était entre le nord et le sud et pas entre l'est et l'ouest. Très bien, merci. Sami Kaidi, très chers téléspectateurs, bien évidemment, vous allez nous retrouver tout au long de ce salon. On va couvrir pour vous l'ensemble des détails de cette rencontre qui réunira au moins 140 pays, dont les 55 pays de l'Union africaine. J'ai eu le plaisir d'être accompagné ce soir de Mustapha Mekidesh, expert en économie et énergie. Merci, Monsieur Mekidesh, pour votre expertise et merci pour vos éclairages. J'ai eu également le plaisir d'être accompagné de mon confrère et collègue Sami Kaidi, que vous retrouverez tous les jours sur les colonnes d'El Moudjahid, et aussi de Jonathan Batongene. Jonathan Batongene, merci de m'avoir accompagné. On a entendu votre enfant pleurer. Félicitations pour cette naissance, Jonathan. On tenait à vous dire au nom de l'ensemble des équipes de Cap sur l'Afrique, félicitations. Et j'espère qu'il grandira avec tout l'amour que vous pouvez lui donner. Très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.